On dit que l'espace est l'ultime frontière, sauf que ce n'est pas vraiment vrai. Considérez que plus de 70% de la surface de la Terre est recouverte d'eau, presque entièrement océanique. Et pourtant, seuls 5% des océans du monde ont été explorés par l'homme. Les 95% restants restent une frontière sombre et inexplorée. Quel secret pourrait se trouver dans cette étendue inexplorée ? Qu'est-ce qui pourrait être là-bas, attendant juste d'être trouvé ? De nombreuses civilisations anciennes nous ont fourni au moins une réponse. À travers les époques et les cultures séparées par des milliers de kilomètres, il y a des histoires de villes autrefois grandes qui coulent soudainement au fond de l'océan, perdues à jamais. Pendant de nombreuses années, ces histoires ont été considérées comme un peu plus qu'un mythe, jusqu'à ce que, à l'époque moderne, les archéologues commencent à découvrir des ruines antiques submergées sous l'océan, partout dans le monde, et que la question commence à se poser. Ces ruines pourraient-elles être la preuve des supervilles préhistoriques avancées dont parlaient les anciens ? Ou peut-être qu'ils sont la preuve de quelque chose de plus, quelque chose d'extraordinaire. Il y a environ 15 ans, j'ai entendu parler de soldats américains d'un sous-marin entrant dans un bar à Cuba et tirant à pleine bouche sur une ancienne ville sous-marine qu'ils ont trouvée au large de Cuba. Ils ont dit qu'il y avait des centaines de bâtiments et étaient incroyablement intacts. Ils ont également dit qu'ils y avaient vu de nombreuses pyramides. Aujourd'hui, il me semble en avoir trouvé une partie. Ce sont les mots de l'auteur populaire et youtubeur Scott C. Waring à la mi-2020. Il affirmait qu'en utilisant Google Earth pour parcourir le fond de l'océan à la recherche d'anomalies, il avait trouvé plusieurs pyramides sous-marines au large de Cuba dans la mer des Caraïbes. Il a noté que si les anomalies sont apparues lors de l'examen de la zone dans la version du navigateur web de Google Earth, dans la version téléchargée, toute la zone était noircie, dans ces mots. Cela me fait vraiment penser que Google l'a caché exprès pour que la ville reste cachée. Si c'était caché exprès, dans quel but ? Si c'était une dissimulation, alors qu'est-ce qui était dissimulé ? Comme on pouvait s'y attendre, Waring était qualifié de théoricien du complot, et ses prétendues découvertes ont été largement rejetées par le courant dominant. Sauf que ce qu'il avait trouvé avait déjà été trouvé auparavant, et en fait documenté. En 2001, le gouvernement cubain a lancé un projet de recherche de navires coulés laissés par l'ère coloniale espagnole, dans les eaux au large de ses côtes. On estime que des milliards de dollars de lingots d'or transportés par ces navires reposent toujours sur le fond de l'océan, faisant partie de ce qu'on a appelé le cimetière de galions le plus riche du monde. Le projet était dirigé par Advanced Digital Communication, une entreprise canadienne dirigée par la biologiste marine Pauline Zalitzky et son mari Paul Wainswig. À l'aide de l'équipement sonar le plus avancé disponible, ils ont scanné le fond de l'océan à la recherche d'irrégularités, quand soudain leur équipement a détecté quelque chose qui les a étourdis. Là, à une incroyable profondeur de 650 mètres sous la surface, se trouvait ce qui semblait être une série de structures de pierre symétriques et géométriques, se détachant sur le terrain aride du fond de l'océan. En peu de temps, ils ont envoyé un véhicule télécommandé équipé d'une caméra pour explorer davantage. Ce qu'ils ont trouvé ne pouvait être nié, selon les mots de Zalitzky. C'est époustouflant, ce que nous voyons dans nos images sonar haute résolution, ce sont des plaines de sable blanc ondoyantes sans limite. Et au milieu de ce beau sable blanc, il y a des conceptions architecturales claires de grande taille créées par l'homme. Cela ressemble à quand vous survolez un développement urbain dans un avion et que vous voyez des autoroutes, des tunnels et des bâtiments. Wainswig a ajouté « Certaines structures au sein du complexe peuvent mesurer jusqu'à 400 mètres de large et 40 mètres de haut. Certains sont assis les uns sur les autres. Ils présentent des formes très distinctes et des dessins symétriques d'un genre non naturel. Nous les avons montrés à des scientifiques à Cuba, aux États-Unis et ailleurs, mais personne n'a suggéré qu'ils soient naturels. » Mais comment cela pourrait-il être possible ? Beaucoup ont souligné que pour s'enfoncer à une telle profondeur, la ville devait avoir plus de 50 000 ans, bien avant que les humains aient la capacité architecturale de construire ce qui avait été trouvé. C'est sûrement le type de mystère qui nécessite une enquête plus approfondie. Sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé. Peu de temps après la découverte, le gouvernement cubain a interrompu de manière inattendue l'exploration.
et les histoires de la découverte ont disparu des médias grand public. En fait, l'histoire avait presque complètement disparu de la mémoire jusqu'aux proclamations de Waring en 2020. Fait intéressant, ce n'est pas la première fois que l'histoire d'une ville sous-marine au large des côtes de Cuba était apparue, puis disparue de la mémoire. En 1954, Leicester Hemingway volait des États-Unis à Cuba pour rendre visite à son frère, le célèbre écrivain américain Ernest Hemingway, lorsqu'il remarqua quelque chose de particulier par la fenêtre de son avion. Comme les médias l'ont rapporté, submergé sous l'océan en dessous de lui se trouvait une étendue de ruines de pierre de plusieurs hectares de superficie et apparemment blanches, comme si elles étaient en marbre. Il est bien connu qu'Ernest Hemingway a passé beaucoup de temps non seulement à Cuba, mais à un peu plus de 161 km de là, sur la petite île de Bimini. C'est dans ce cadre qu'Hemingway a concocté ses œuvres phares, The Old Man and the Sea et Iceland in the Stream. En 1968, 7 ans après la mort d'Hemingway, une équipe dirigée par l'archéologue sous-marin Joseph Mason Valentine a découvert une étendue d'un demi-kilomètre de blocs de calcaire immergés dans l'océan juste au large de Bimini, comme une route goudronnée trop parfaite pour avoir été créée naturellement. La découverte est devenue connue sous le nom de Bimini Road. Mais une route vers quoi ? Curieusement, Ernest Hemingway était connu pour appeler Bimini la fin du monde. Était-il juste grandiose, euphémiste, comme le sont parfois les écrivains ? Ou est-ce que lui et son frère savaient quelque chose que nous autres ignorions ? Pendant des décennies, les questions sur la route de Bimini sont restées sans réponse, jusqu'à ce qu'en 2009, une équipe dirigée par l'archéologue Jess Alexander cartographie une grille du fond de l'océan entourant Bimini, en utilisant une combinaison de Google Earth, d'images satellites et de cartes du fond de l'océan. Comme Alexander l'a étonnamment décrit, ils ont découvert des ruines de fondations, des sections de gravats de murs de construction et des ruines de grands édifices publics, et aussi des angles droits, des choses qui ne pourraient pas être expliquées comme étant d'origine naturelle. Tout comme au large de Cuba, il semble qu'ils aient découvert les ruines submergées d'une ville antique. Cela pourrait-il être vrai ? Les profondeurs sous les vagues de l'océan pourraient-elles abriter d'anciennes villes d'un passé préhistorique ? Et si oui, que pourraient nous dire ces villes oubliées sur l'histoire humaine ? Il y a près de 2500 ans, le légendaire philosophe grec Platon a écrit l'une de ses œuvres les plus anciennes et les plus notoires. Il racontait l'histoire du continent perdu de l'Atlantide. Selon Platon, l'Atlantide était une civilisation insulaire avancée qui existait plusieurs siècles avant les anciens Grecs. Son continent était une île plus grande que la Libye et l'Asie mineure réunies, située juste au-delà des piliers d'Hercule, c'est-à-dire au-delà du détroit de Gibraltar, quelque part dans l'océan Atlantique. Le destin de cette puissante civilisation est décrit par Platon dans sa conclusion dramatique de l'histoire. Il s'est produit de violents tremblements de terre et des inondations, et en un seul jour et une seule nuit de malheur, tous vos hommes guerriers, en un seul corps, ont sombré dans la terre, et l'île d'Atlantide, de la même manière, a disparu dans les profondeurs de la mer. Malgré son éloquence, l'histoire a peut-être été rappelée comme un peu plus qu'un autre des outils rhétoriques de Platon, plutôt qu'une possibilité historique. Si ce n'est pour le travail du membre du Congrès américain Ignatius L. Donnelly. En 1882, Donnelly a publié The Antediluvian World, ou Le monde antédiluvien en français, dans lequel il a émis l'hypothèse que l'Atlantide n'était pas seulement réelle, mais que c'était la civilisation qui peuplait une grande partie du monde antique. Selon Donnelly, l'Atlantide a inspiré les mythes grecs, africains, indiens et scandinaves, ainsi que ceux des tribus indigènes des Amériques. Pour son travail, Donnelly est crédité d'avoir lancé la recherche moderne d'Atlantis. Dans les années 1930, cette recherche a conclu le médium américain Edgar Cayce a affirmé qu'il savait où se trouvait l'Atlantide et quand elle serait découverte. Avec le recul, il a déclaré qu'Atlantis se trouvait près de la petite île alors inconnue de Bimini et qu'elle serait découverte en 1968 ou 1969. Bien sûr, 1968 était l'année où la route de Bimini a été découverte. Se pourrait-il que cette route soit, en fait, la route de l'Atlantide ?
Et les ruines antiques découvertes autour de Bimini en 2009 étaient-elles les frontières de cet ancien continent perdu? Était-ce là ce qu'Hemingway voulait dire par la fin du monde? Peut-être, mais peut-être pas. Il semble que chaque fois que quelque chose d'inhabituel est trouvé au fond de l'océan, des revendications d'Atlantis apparaissent. Et plus les humains explorent les eaux inexplorées de la Terre, plus ces types de découvertes incroyables deviennent courantes. En 2013, un pêcheur portugais sans prétention nommé Diocleciano Silva cherchait du poisson entre les îles de São Miguel et Terceira, à environ 1448 km à l'ouest de la capitale portugaise de Lisbonne, au milieu de l'océan Atlantique. Alors que son système de sonar balayait l'eau, il capta quelque chose qui choqua l'humble pêcheur. Là, sous son bateau, semblait être une pyramide parfaite, d'environ 60 mètres de haut, assise sur le fond de l'océan. Comme Silva l'a dit aux organes de presse portugais, c'est incroyable parce que cela forme une pyramide parfaite. Et de plus, l'orientation et le déploiement de la pyramide, les sommets sont orientés nord et sud, juste nord et sud, comme les pyramides de Gizeh en Égypte. De manière incroyable, face à une découverte potentiellement aussi importante, la marine portugaise a rejeté les affirmations de Silva et a mis fin à toute enquête plus approfondie. Cependant, ils n'ont pas fermé l'imagination de ceux qui avaient entendu l'histoire, en particulier lorsque l'amiral en charge de la zone a donné une rare interview dans laquelle il a proclamé que même la marine n'avait pas assez d'informations sur la structure pour dire définitivement ce que c'était. Certes, de nombreux gros titres ont retenti, cela doit faire partie de la cité perdue d'Atlantis. Puis, en 2016, une nouvelle découverte sous-marine encore plus bizarre a attiré l'attention. À quelques 72 km au large des côtes du Mexique, dans la baie de Californie, il semble que Google Earth ait révélé une étendue monumentale de lignes linéaires et de contours massifs, rappelant les mystérieuses lignes de Nazca au Pérou. Certains ont affirmé que les lignes désignaient une énorme pyramide sous-marine de plusieurs kilomètres de diamètre. L'un d'eux était Scott C. Waring, qui a ruminé. Une pyramide de 12,8 km, la plus grande que le monde ait jamais connue, et c'est juste à côté du Mexique. D'autres ont affirmé que la structure ne peut pas être une formation naturelle, tandis que Waring lui-même a proclamé qu'il y avait 100% de chance qu'elle soit une structure intelligemment fabriquée. Encore une fois, les gros titres l'annonçaient, nous devions sûrement avoir trouvé l'Atlantide. Fin 2016, l'opération Icebridge de la NASA a utilisé la photographie par télédétection pour créer une vue en 3 dimensions de ce qui se trouvait sous la couche de glace d'1 kilomètre d'épaisseur, qui recouvre les continents arctiques et antarctiques. De manière surprenante, les constructions 3D de l'Antarctique semblaient montrer les restes de peuplement sous la glace, des masses terrestres inconnues et des structures mystérieuses, certaines aussi grandes que la Tour Eiffel. Serait-ce la cité perdue d'Atlantis, non coulée au fond de l'océan, mais enfermée dans la glace? De toute évidence, les ruines mystérieuses cachées dans les glaces de l'Antarctique ou submergées dans les eaux autour de Cuba, de Bimini, du Mexique et du Portugal ne peuvent pas tout être l'Atlantide. Mais ce n'est qu'un point. Si ce n'est pas Atlantis, alors qu'est-ce que c'est? Eh bien pour commencer, Atlantis n'est pas le seul conte ancien d'une ville submergée perdue dans les profondeurs sombres de l'océan. Augustus le Plongeon avait consacré sa vie à enquêter sur l'ancienne culture maya dans la péninsule du Yucatan de l'actuel Mexique. Au début des années 1880, l'archéologue atteint l'apogée de son travail. Il était tombé sur une série d'inscriptions anciennes qu'il prétendait traduire. Selon le Plongeon, ils ont décrit un ancien continent perdu appelé Mu, qui avait existé quelque part dans l'océan Pacifique à l'époque préhistorique, avant d'être submergé dans l'océan. Avait-il découvert les archives d'une autre Atlantide? Beaucoup remettent en question les traductions de Le Plongeon, et donc la véracité de ces informations, les qualifiant d'œuvres de fiction. Et là, l'histoire aurait pu mourir, si ce n'était pour un homme du nom de James Churchward. Dans les années 1930, Churchward a présenté l'histoire de son temps en tant que soldat britannique en Inde. Là, a-t-il affirmé, il s'était lié d'amitié avec un prêtre indien de haut rang, qui lui avait présenté un ensemble d'anciennes tablettes d'argile. Elles avaient été écrites dans une langue perdue que seules quelques personnes dans le monde pouvaient comprendre.
En conséquence, Churchward entreprit de convaincre le prêtre de lui apprendre la langue, afin qu'il puisse lire lui-même les tablettes sacrées. Après un certain temps, il a pu les lire, et à sa grande surprise, ils ont raconté une histoire étonnante. Selon Churchward, ils ont parlé d'un ancien continent perdu dans l'océan Pacifique, qui existait il y a environ 50 000 ans. Il s'appelait Mu, s'étendant sur environ 4830 km du nord au sud, et 8046 km d'est en ouest. Le vaste continent était censé abriter 64 millions de personnes, avant de sombrer soudainement au fond de l'océan et de disparaître. Comme le plongeon, les affirmations de Churchward ont été accueillies avec scepticisme. Il ne pouvait certainement pas y avoir une sorte de civilisation perdue au fond de l'océan Pacifique. Ou pourrait-il ? Un jour de 1986, un plongeur japonais du nom de Kiyashiro Aratake profitait de son passe-temps favori, explorant les fonds marins au large des côtes du Japon. Ce jour-là, Aratake plongeait autour de l'île de Yonaguni, à environ 96,5 km à l'est de Taïwan, lorsqu'il est tombé sur quelque chose qu'il n'arrivait pas à croire. Sous lui se trouvaient ce qui semblait être les ruines d'une ville engloutie. Il y avait des châteaux, des routes, des monuments, une pyramide, même un stade. Immédiatement, un groupe de scientifiques dirigé par Masaaki Kimura s'est précipité dans la région pour enquêter. Dans les années qui ont suivi, Kimura a identifié de nombreuses structures sur le site de Yonaguni. Et étonnamment, des structures supplémentaires à environ 483 km plus loin dans l'océan, autour de l'île d'Okinawa. Sur les deux sites, lui et son équipe ont noté des murs construits à angle droit, des colonnes hexagonales, voire une route sous-marine, le tout affichant une symétrie incroyable. Certains ont exprimé leur scepticisme quant au fait que ce que Kimura découvrait n'était peut-être pas des ruines, mais en fait simplement des formations naturelles, jusqu'à ce que son équipe commence à découvrir des sculptures d'animaux et de personnes, même un visage qui ressemblait étrangement aux têtes Moai de l'île de Pâques. Je pense qu'il est très difficile d'expliquer leur origine comme étant purement naturelle, en raison de la grande quantité de preuves de l'influence de l'homme sur les structures, a expliqué Kimura. Serait-ce vraiment la périphérie d'un continent perdu appelé Mu ? Plus important encore, si les histoires anciennes de Mu et de l'Atlantide étaient vraies, comment cela changerait-il notre compréhension de l'histoire humaine ? En 1993, une enquête lancée par le département d'archéologie du gouvernement indien a découvert ce qui semblait être les vestiges d'une ville engloutie dans la baie de Cambay, au large de la côte indienne de Saurashtra. L'exploration dans les eaux troubles était difficile, mais à la fin des années 1970, l'unité archéologique marine de l'Inde avait commencé des fouilles sous-marines, ramenant des morceaux de poterie, des bijoux et d'autres artefacts datant de plus de 3500 ans. Au fur et à mesure que le temps passait et que la technologie progressait, l'exploration devenait également plus robuste, jusqu'à ce qu'en 2022, l'Institut national des technologies océaniques de l'Inde découvre une série de structures plus loin dans la baie, à environ 40 mètres sous la surface. Les archéologues sont descendus, découvrant des sections de murs et de bâtiments, des sculptures, même des os et des dents humaines, les ruines d'une vaste ville longue de plusieurs kilomètres. Plus incroyable encore, les artefacts étaient datés de près de 10 000 ans, antérieurs aux anciens Égyptiens de milliers d'années. Pour de nombreux familiers de l'ancienne tradition indienne, la signification de cette découverte était évidente. Cela signifiait que les anciennes histoires du Seigneur Krishna étaient vraies. Selon le Mahabharata, une épopée fondamentale de la tradition indienne, ainsi que de nombreux autres textes anciens, Krishna a fui le continent indien pour échapper à un cycle de guerre sans fin entre son peuple et ses voisins. Avec l'aide du dieu Vishwakarma, Krishna a fondé la ville insulaire de Dwarka. Là, une civilisation avancée vivait parmi 700 000 palais faits d'or, d'argent et de pierres précieuses. Des structures incroyables qui, comme l'écrit le Harivancha, touchaient presque le ciel et pouvaient être vues partout comme des nuages. Selon les textes anciens, après la mort de Krishna, la ville et sa civilisation avancée ont sombré dans l'océan.
Nombreux sont ceux qui croient que la découverte moderne d'une ancienne ville sous-marine confirme que les histoires de Krishna ne sont pas des mythes, mais des documents historiques. Si cela est vrai, qu'est-ce que cela signifierait pour notre compréhension du passé de l'humanité ? Comme l'a suggéré la BBC, les vestiges de ce qui a été décrit comme une immense cité perdue pourraient forcer les historiens et les archéologues à reconsidérer radicalement leur vision de l'histoire humaine ancienne. Mais comment ? Ce n'est pas seulement qu'une civilisation indienne vieille de 10 000 ans jetterait notre compréhension d'où la civilisation a commencé dans le désarroi. Cela va beaucoup plus loin que ça. Considérez que si les textes anciens disent la vérité sur la ville mystique de Krishna, Dwarka, sur quoi d'autre pourraient-ils dire la vérité ? Regardez en arrière à travers l'histoire de Krishna, à son temps de conflit avant de fonder Dwarka. Là, une bataille contre un chef nommé Shalva est particulièrement remarquable. Selon les textes, Shalva a attaqué Krishna dans une sorte de machine volante, libérant ce qui semble être une arme à énergie, des projectiles décrits comme des éclairs. En réponse, Krishna répond avec une arme brillante comme le soleil dans le ciel, tuant Shalva et anéantissant son armée d'un seul coup. Ici, les anciens textes indiens se lisent comme des pages de science-fiction. Shalva, armé d'un ovni qui tire des lasers, et Krishna d'une sorte d'arme nucléaire ancienne. Mais si l'histoire de Dwarka est vraie, cela pourrait-il l'être aussi ? Et si tel est le cas, comment les anciens auraient-ils pu être en possession de ce type de technologie et d'armes avancées ? Certains suggèrent que la réponse est contenue dans les archives des cultures anciennes du monde entier. Considérez des Sumériens et des Égyptiens, aux tribus indigènes des Amériques, aux anciennes civilisations de l'Inde, de l'Asie et au-delà. Toutes les histoires racontées de dieux venant du ciel et apportant aux humains une technologie et des connaissances avancées. Beaucoup pensent que ces êtres n'étaient pas du tout des dieux, mais d'anciens extraterrestres, et que les mythes anciens étaient en fait un enregistrement historique des premiers visiteurs extraterrestres sur Terre, ceux qui ont fondamentalement façonné l'évolution humaine. À noter que selon les textes sumériens, ces visiteurs, appelés les Anunnaki, sont venus sur Terre et se sont croisés avec des humains primitifs, fondant la race humaine moderne. Il est intéressant alors que Platon ait décrit les habitants du continent perdu de l'Atlantide comme mi-dieux et mi-humains, tandis que James Churchward affirmait que les tablettes indiennes sacrées nommaient le continent de Mu comme le lieu où l'homme est apparu pour la première fois. Est-il possible que les histoires de l'Atlantide, de Mu et de Krishna ne soient pas des mythes, mais des archives historiques ? Et est-il possible que ces archives parlent d'une ancienne collaboration entre des êtres humains et des visiteurs extraterrestres ? Serait-ce la raison pour laquelle les découvertes sous-marines sont si souvent supprimées par des sources officielles ? C'est peut-être ce qui nous attend au fond des océans profonds, sombres et inexplorés. Non seulement les ruines d'une histoire humaine perdue, mais une histoire humaine totalement différente. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau, cliquez sur s'abonner et la cloche à côté pour les futures notifications.